Le ciel était bas ce matin-là. Pas le genre de ciel qui promet la pluie et tient sa promesse. Non, c'était ce ciel gris et immobile qui pèse sur les épaules des vivants comme une dette qu'on ne peut pas rembourser. Le cimetière de Saint-Médard était silencieux, silencieux comme il l'est toujours, sauf quand les gens qu'on aime s'y installent, pour toujours. 3 voitures noires s'étaient garées devant le portail principal. Pas une de plus, pas une de moins, comme si quelqu'un avait planifié le deuil avec la précision d'un agenda de réunion d'affaires. L'homme qui sortit de la première voiture s'appelait Henri Marchand. 62 ans, tempe argentée, costume sombre, impeccable, des mains qui avaient signé des contrats valant des millions, des mains qui ce matin-là ne savaient plus quoi tenir. Il avança dans l'allée centrale du cimetière sans regarder personne. Il n'avait pas besoin de regarder. Tout le monde s'écartait sur son passage. Ses 3 fils marchèrent derrière lui. Thomas, 40 ans, l'aîné, celui qui gérait les affaires de la famille depuis que son père avait commencé à déléguer. Julien, 37 ans, le juriste, toujours un dossier sous le bras, même aux enterrements. Et Maxime, le plus jeune, 32 ans, celui que tout le monde appelait encore le petit, même s'il avait depuis longtemps cessé de l'être. Il portait le cercueil de leur mère, Geneviève Marchand, 60 ans. Morte d'une crise cardiaque, selon le certificat de décès. Morte à domicile, seule, dans la nuit du mercredi au jeudi. Découverte par la femme de ménage le lendemain matin. C'était ce que disait le certificat. Mais les certificats ne disent pas tout. Et ce cimetière, ce matin-là, allait révéler quelque chose que personne dans cette famille n'était prêt à entendre. Henri Marchand prit sa place devant la fosse ouverte. Le prêtre commença à parler. Des mots connus, des formules consolantes, des phrases qui existent depuis des siècles précisément parce que les mots vrais, eux, ne viennent jamais quand on en a besoin. Henri regardait le cercueil. Il ne pleurait pas. Pas parce qu'il n'aimait pas Geneviève, mais parce que, depuis 22 ans, Henri Marchand avait appris à ne plus laisser paraître ce qu'il ressentait. Les hommes de sa trempe, dans son milieu, on leur apprend ça dès le berceau. Ce fut Julien qui la vit en premier. Une femme. Debout près d'une tombe à une dizaine de mètres, parmi les massifs de buis taillés. Elle ne bougeait pas, elle ne priait pas, elle regardait. Elle regardait le cercueil de Geneviève Marchand. Julien se pencha vers son père. « Papa, il y a une femme là-bas. » Elle nous observe. Henri ne tourna pas la tête. « C'est un cimetière, Julien. Les gens y viennent pour observer les morts. » Julien n'insista pas. Mais il continua de surveiller la femme du coin de l'œil. Elle avait la quarantaine. Cheveux bruns attachés simplement. Un manteau beige, ni élégant ni négligé. Elle portait quelque chose contre sa poitrine, quelque chose de blanc, une enveloppe peut-être, ou un sac en papier, difficile à dire de loin. Ce qui était facile à dire, c'était qu'elle n'était pas là par hasard. Son regard était trop fixe, trop calme, trop décidé. La cérémonie se termina. Les employés du cimetière commencèrent à descendre le cercueil. Et c'est à ce moment précis, alors que la terre allait se refermer sur Geneviève Marchand pour toujours, que la femme s'avança. Elle marcha droit vers Henri. Thomas voulut l'intercepter. Maxime posa la main sur l'épaule de son père, comme pour le protéger d'une chose qu'il ne comprenait pas encore. La femme s'arrêta à 2 mètres d'Henri Marchand. « Monsieur Marchand ». Sa voix était basse, posée. Elle n'implorait pas, elle ne suppliait pas. Elle constatait. « Je m'appelle Isabelle, Isabelle Renard. » Henri la regarda enfin. « Je ne vous connais pas. »« Non, mais votre femme, si. » Un silence. Le genre de silence qui dure 3 secondes et qui contient 30 ans d'histoire. « Ce n'est ni le lieu, ni le moment, » dit Thomas avec fermeté. « Je sais que ce n'est pas le lieu, » répondit Isabelle sans le regarder, les yeux toujours sur Henri. Mais si je ne parle pas maintenant, il sera trop tard. Pour vous. Et pour ce que vous croyez savoir sur votre femme. Henri Marchand était un homme qui avait traversé des faillites, des procès, des trahisons commerciales. Il reconnaissait à l'instinct quand quelqu'un venait lui apporter des ennuis. Mais il reconnaissait aussi, à l'instinct, quand quelqu'un disait la vérité. « Laissez-nous, dit-il à ses fils.
Papa, dit Julien, laissez-nous. Les trois fils reculèrent d'un pas, pas loin, juste assez pour feindre l'obéissance. Isabelle Renard tendit l'enveloppe blanche. Henri ne la prit pas. « Parlez d'abord !» Isabelle hocha la tête. « Il y a 23 ans, dit-elle, votre femme est venue me voir. J'avais 21 ans. J'étais enceinte. Et le père de mon enfant était quelqu'un que votre femme connaissait très bien. » Henri ne dit rien. « Elle m'a aidé. Elle m'a donné de l'argent, pas de la charité. Un accord avec une clause que personne d'autre que nous deux ne connaissait. » Elle marqua une pause. « Jusqu'à aujourd'hui. » Henri Marchand sentit quelque chose se déplacer en lui, pas de la colère, pas encore, quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait à de la peur. Et Henri Marchand n'avait pas eu peur depuis très longtemps. Quel accord? Isabelle ouvrit l'enveloppe elle-même. Elle en sortit une feuille, pliée en 4, jaunissant au bord. « Votre femme m'a demandé de garder le silence, de ne jamais révéler l'identité du père, de quitter la ville. En échange, elle finançait mes études, m'aidait à me loger et versait chaque mois une somme pour mon fils. Elle posa la feuille dans la main d'Henri. Elle m'a aussi demandé une chose en plus, une chose que je n'ai pas respectée. » Henri baissa les yeux sur la feuille. C'était un contrat, manuscrit, avec une date en haut à droite, et 2 signatures en bas, la signature de Geneviève Marchand, et une autre, celle d'un homme que Henri connaissait, un homme mort depuis 7 ans, son frère. Si vous lisez ces lignes et que vous sentez quelque chose serré dans votre poitrine, c'est normal. Ce sont des histoires qui ne finissent jamais vraiment avec la mise en terre. Elles recommencent. Autrement, ce canal existe pour les raconter, pour ceux qui savent que la vérité a un prix et que certaines familles préfèrent payer pour le silence plutôt que pour la justice. Si ces histoires vous touchent, inscrivez-vous à ce canal. Il y en a d'autres, des vraies, des lourdes, des nécessaires. Continuez à lire. La suite, vous ne l'avez pas vu venir. Henri Marchand regarda la signature pendant longtemps. Ses fils, à distance, observaient le visage de leur père. Ils avaient appris, depuis l'enfance, à lire ce visage comme une carte météorologique. Les tempêtes y étaient annoncées bien avant d'éclater. Ce qu'ils virent ce matin-là, ils ne l'avaient jamais vu. Leur père, l'homme qui avait bâti un empire du bâtiment en partant de rien, qui avait négocié à Bruxelles avec des ministres qui n'avaient jamais plié devant personne, semblait, pour la première fois de leur vie, déconcerté. Pas effondré, déconcerté, comme si le sol sous ses pieds venait de se révéler creux. « Comment vous appelez-vous » vous avez dit. « Isabelle Renard. »« Et votre fils ?»« Il s'appelle Paul. Il a 22 ans. Il vit à Lyon. » Henri plia soigneusement la feuille, la glissa dans la poche intérieure de son veston, avec le même geste précis et contrôlé qu'il utilisait pour ranger un contrat après signature. « Vous ne deviez pas être là aujourd'hui, dit-il. Votre accord avec Geneviève stipulait quoi, exactement? Le silence en échange du financement, jusqu'à la majorité de Paul. Alors pourquoi vous êtes là ?» Isabelle Renard ne baissa pas les yeux. « Parce que Geneviève m'a appelé la semaine dernière, elle m'a dit qu'elle avait peur. Elle m'a dit que quelqu'un avait fouillé ses affaires, que des documents avaient disparu, et elle m'a demandé de venir à ses funérailles si quelque chose lui arrivait. Elle m'a dit ces mots précis, « Si je meurs avant d'avoir pu parler à Henri, alors parle-lui toi. » Un silence. Le vent passa entre les stèles. « Elle pensait qu'elle allait mourir ?» demanda Henri. « Elle n'avait pas l'air d'une femme qui se préparait à une crise cardiaque imprévue, » dit Isabelle. « Elle avait l'air d'une femme qui avait décidé de tout régler avant qu'il soit trop tard. » Henri Marchand fit une chose que ses fils ne lui avaient jamais vu faire en plein air, en public, devant des inconnus. Il ferma les yeux, pendant 3 secondes complètes, puis il les rouvrit. « Donnez-moi vos coordonnées, je vous appellerai ce soir. Je vous ai tout donné dans l'enveloppe. » « Bien. » Il se détourna, marcha vers ses fils, les dépassa sans un mot, regagna la voiture.
Thomas courut presque pour le rattraper. « Papa, qui est cette femme ?»« Quelqu'un qui connaissait ta mère. » « Qu'est-ce qu'elle voulait ?» Henri ouvrit la portière de la voiture. Avant de monter, il se retourna vers son fils aîné. « Elle voulait que je sache que ta mère ne dormait plus depuis plusieurs semaines et qu'elle n'est peut-être pas morte d'une crise cardiaque. » Il monta dans la voiture. Thomas resta planté dans l'allée du cimetière, la bouche entr'ouverte, sous le ciel gris immobile. Ce soir-là, dans son bureau du 12e étage de l'immeuble Marchand à Paris, Henri lut le contrat en entier. 3 fois. La première fois, il lut pour comprendre les faits. La deuxième fois, il lut pour chercher les trous. La troisième fois, il lut pour se souvenir. Son frère, Bernard Marchand, était mort 7 ans plus tôt. Officiellement d'un cancer. Discret, rapide, fatal. L'un de ces cancers qui ne laissent pas le temps de faire ses adieux. Bernard était le cadet. Celui que la famille avait toujours un peu protégé, celui qui avait été brillant sans jamais en faire autant qu'Henri, celui qui avait travaillé dans le groupe familial pendant 12 ans avant de partir fonder sa propre petite structure d'investissement, celui qu'Henri avait toujours cru honnête. Le contrat était daté d'il y a 23 ans. Bernard avait 35 ans à l'époque, Isabelle en avait 21. La différence était nette, pas illégale, mais nette. Et Geneviève avait tout su, Geneviève avait payé, Geneviève avait fait taire, et Geneviève n'en avait jamais rien dit à Henri. Pourquoi? Là était la question, pas par trahison, Henri en était quasi certain. Geneviève n'était pas ce genre de femme, elle était secrète, parfois froide, mais pas cruelle, pas calculatrice. Elle avait protégé quelque chose, ou quelqu'un. Mais quoi? Mais qui? Bernard était mort. Il ne pouvait plus répondre. Le fils, Paul, avait 22 ans. Il ne savait peut-être même pas qui était son père. Et les documents que Geneviève avait évoqués dans son appel à Isabelle, les documents qui avaient disparu, c'était quoi? Henri décrocha son téléphone. Il appela un numéro qu'il n'avait pas composé depuis 2 ans. « Maître Ferrer. »« Henri, je suis désolé pour Geneviève. »« Merci. J'ai besoin de savoir si elle a modifié son testament récemment. Dans les 6 derniers mois. » Un silence. « Et tu n'étais pas au courant ?»« Au courant de quoi ?» Nouveau silence. « Elle est passée à l'étude il y a 3 semaines, Henri. Elle a demandé à modifier une clause concernant l'inventaire de la maison de Bretagne. Et elle a ajouté un codicille. Un codicille que j'ai été chargé de ne révéler qu'après les funérailles. » Henri regarda l'horloge sur le mur. Les funérailles s'étaient terminées 10 heures plus tôt. « Je vous écoute, » dit-il. Ce que Maître Ferrer lui lut ce soir-là, Henri Marchand ne l'oublia jamais, non pas parce que c'était compliqué, mais parce que c'était simple. Simple et terrible. Geneviève avait légué la maison de Bretagne à Paul Renard. Pas à ses fils, pas à son mari, à Paul Renard. 22 ans. Fils d'Isabelle, fils de Bernard, neveu d'Henri. Et sur la ligne de commentaire du codicille, Geneviève avait écrit 4 mots à la main. 4 mots qui expliquaient tout, sans rien expliquer vraiment. Il méritait de savoir. Henri rappela Isabelle le lendemain matin. Elle décrocha à la 2e sonnerie. « Je dois vous voir, dit-il. Pas au téléphone, en face à face. Aujourd'hui si possible. »« Je suis encore à Paris, dit-elle. Je rentre à Lyon demain. Le café de la rue des Batignolles. Midi. » D'accord. Il arriva le premier, commanda un café qu'il ne but pas. Isabelle arriva à l'heure exacte. Elle s'assit en face de lui, enleva son manteau, posa ses mains sur la table, des mains calmes. Trop calmes pour quelqu'un qui n'avait rien à craindre. « Vous savez ce que Geneviève a fait, » dit Henri. « Elle a légué la maison de Bretagne à votre fils. » Isabelle ne sourcilla pas. Elle me l'avait dit dans son dernier appel. Elle vous avait dit qu'elle avait peur, qu'on avait fouillé ses affaires. Qu'est-ce qu'elle cherchait à protéger, selon vous? Isabelle prit une inspiration. « Il y avait autre chose dans notre accord, » dit-elle lentement. « Quelque chose que je ne vous ai pas dit au cimetière, parce que je n'étais pas sûr de pouvoir vous faire confiance. Et maintenant? Maintenant vous êtes là, à l'heure.
sans avocat, sans voiture garée dehors avec des gardes du corps. Ça veut dire quelque chose. Henri attendit. Geneviève ne m'a pas seulement donné de l'argent pour le silence, dit Isabelle. Elle m'a aussi confié quelque chose, un objet, une enveloppe scellée. Elle m'a dit de ne l'ouvrir que si elle mourait, avant d'avoir pu parler à son mari. Et elle est morte avant. Oui. Vous l'avez ouverte? Oui. Et Isabelle sortit de son sac une deuxième enveloppe, plus petite, couleur ivoire. Dedans, il y a une clé et une adresse, avec une note qui dit « Henri saura quoi faire avec ça ». Elle posa l'enveloppe sur la table. Henri la regarda sans la toucher. « Vous savez ce que c'est ?»« Non. Mais je pense que Geneviève avait conservé quelque chose quelque part. Quelque chose qui prouve autre chose que ce que le certificat de décès indique. » Henri prit l'enveloppe. Il l'ouvrit. La clé était petite, plate, le genre qu'on utilise pour les casiers de gare ou les coffres de banque privés. Sur le papier plié à côté, 2 lignes, une adresse à Neuilly. Et cette phrase « Demande à Bernard ce qu'il t'a caché, il n'est plus là pour mentir ». À ce stade de l'histoire, il faut s'arrêter un instant, pas pour souffler, mais pour mesurer ce qui est en train de se passer. Un homme qui croit pleurer sa femme découvre qu'elle portait un secret depuis 23 ans. Un secret assez lourd pour pousser une femme comme Geneviève à modifier son testament 3 semaines avant sa mort. Assez lourd pour qu'elle appelle une inconnue, ou presque, et lui dise « Si je meurs, parle à mon mari ». Et Henri Marchand, cet homme habitué à diriger, à décider, à contrôler, commence à comprendre qu'il n'a jamais vraiment connu les gens qui vivaient le plus près de lui. Ce canal existe pour ces histoires-là, pas les scandales fabriqués, pas les drames inventés, les secrets qui ont un poids réel, une logique réelle et des conséquences que personne n'avait anticipées. Si vous vous reconnaissez dans cette sensation, avoir cru connaître quelqu'un et découvrir qu'on ne savait pas tout, alors ce canal est fait pour vous. Inscrivez-vous, restez, la suite arrive. L'adresse à Neuilly donnait sur un immeuble de standing, pas un palace, mais le genre d'immeuble discret où les gens sérieux gardent des choses sérieuses. Henri s'y rendit seul. Il présenta la clé à la réception, donna son nom. L'employé vérifia quelque chose sur son écran, hocha la tête. Coffre numéro 17, 2e sous-sol. Vous avez accès depuis hier. Madame Marchand avait enregistré votre nom il y a 3 semaines, monsieur. 3 semaines. Juste après avoir modifié le testament. Juste avant d'avoir appelé Isabelle. Henri descendit seul dans le sous-sol. Le couloir était long, blanc, silencieux. Une lumière froide. L'odeur de l'air conditionné. Il trouva le coffre 17. Il inséra la clé. Il tourna. Le coffre s'ouvrit. À l'intérieur, une chemise cartonnée, rouge, épaisse, fermée par un élastique, et dessus, écrit à la main, le nom de Bernard Marchand. Henri prit la chemise, la posa sur la petite tablette de métal, retira l'élastique, il ouvrit. Les premières pages étaient des relevés bancaires, des transferts, des dates, des montants, tous de la même société répartis sur 8 ans. De l'argent entrant sur un compte dont Henri ne connaissait pas l'existence. Un compte au nom de Bernard. Mais pas une société qu'Henri reconnaissait. Il fouilla la chemise, trouva des documents de création de société, une SCI, enregistrée dans une ville de province, avec un gérant dont le nom était celui de Bernard, mais une adresse qui n'était pas la sienne, et des contrats de vente, des biens vendus à des prix bien en dessous du marché, des biens qui appartenaient au groupe Marchand. Henri s'assit sur la chaise métallique. Il prit le temps de tout lire, page après page. Son propre frère avait organisé pendant 8 ans une série de transferts d'actifs, des ventes à prix cassés, des rachats via une structure parallèle, des bénéfices qui ne revenaient jamais dans le groupe. Pas des millions, pas assez pour ruiner l'entreprise, mais assez pour financer une vie parallèle. Et Geneviève avait tout su. Elle avait tout su, et elle avait gardé le silence, pour protéger Henri, pour protéger l'image du groupe.
pour éviter que son mari n'ait à porter, en plus du deuil, le poids de la trahison. Au fond de la chemise, il y avait une lettre. L'écriture était celle de Geneviève, datée de 7 ans, de l'année de la mort de Bernard. La lettre était courte. 3 paragraphes. Dans le premier, Geneviève expliquait qu'elle avait découvert les détournements par accident, en cherchant un document pour Henri, qu'elle avait mis 3 mois à comprendre la structure complète, et qu'elle avait confronté Bernard. Dans le deuxième paragraphe, elle expliquait ce que Bernard lui avait dit, qu'il n'avait pas fait ça par cupidité, qu'il avait fait ça parce qu'il se sentait effacé, toujours dans l'ombre d'Henri, toujours second, que l'argent n'était pas une fin en soi, c'était une façon de prouver qu'il pouvait exister sans son frère. Et dans le troisième paragraphe, Geneviève avait écrit ceci. « Je lui ai dit que je ne dirais rien à Henri. En échange, il devait tout remettre en ordre lui-même, rembourser, fermer la société, disparaître discrètement du tableau. Ce qu'il a fait. Et puis il est mort. Et j'ai pensé que c'était terminé. J'avais tort, parce que quelqu'un d'autre sait. Quelqu'un qui veut vendre ce qu'il sait. Et si tu lis cette lettre, c'est que je n'ai pas réussi à le faire taire. Cherche qui voulait m'acheter mon silence. Cherche, Henri, pour toi, pour nous, et pour Paul, qui mérite de savoir d'où il vient. » Henri replia la lettre. Il la remit dans la chemise. Il referma le coffre, remonta dans la rue. Le soleil s'était levé depuis son arrivée. Il ne l'avait pas remarqué. Il s'appuya contre le mur de l'immeuble, sortit son téléphone, composa le numéro de Julien. « J'ai besoin de toi. Pas comme mon fils, comme juriste. Et je veux Thomas avec toi. Venez chez moi ce soir. Il y a quelque chose qu'on doit démêler ensemble. » Il raccrocha, lui composa un autre numéro. « Isabelle ?»« Oui. » Geneviève pensait que quelqu'un cherchait à lui vendre un secret. Quelqu'un qui connaissait l'existence de votre accord. Avez-vous été contacté par quelqu'un d'autre que Geneviève, ces derniers mois? Un silence. « Il y a 2 mois, dit Isabelle lentement, j'ai reçu un courrier, sans nom d'expéditeur. Il disait que si je ne voulais pas que mon fils apprenne dans quelles circonstances il avait été conçu, je devais verser une certaine somme à un compte. Vous avez payé? Non, j'ai gardé le courrier. Vous l'avez encore? Oui. Ne le perdez pas, et ne le donnez à personne. À personne, vous m'entendez? Je viens à Lyon cette semaine. » Henri Marchand passa les jours suivants à faire ce qu'il savait faire mieux que n'importe quoi d'autre, assembler des pièces. Julien remonta la piste de la SCI. Il fallut 48 heures pour identifier l'adresse réelle derrière le nom du gérant fictif. 48 heures pour trouver un nom, un vrai nom, celui d'un homme qui avait travaillé pendant 10 ans dans le service comptable du groupe Marchand, qui avait été licencié 6 ans plus tôt, qui avait depuis monté une petite société de conseil financier. Un homme appelé Rémi Castex, 39 ans, célibataire. 2 adresses, une à Paris, une à Bordeaux. Rémi Castex avait été le comptable de la filiale où Bernard avait opéré ses détournements. Il savait tout. Et depuis la mort de Bernard, il avait attendu. Attendu que la garde soit baissée, attendu que Geneviève vieillisse, s'isole, ait moins d'énergie pour se défendre. Et ensuite, il avait frappé. D'abord, doucement, un courrier à Isabelle, puis plus directement selon ce que Geneviève avait confié dans son dernier appel. Une visite, une demande, des papiers fouillés. Ce n'était pas un grand criminel. C'était un homme ordinaire qui avait décidé que quelqu'un d'autre devait payer pour son silence. Et Geneviève, plutôt que de payer, avait décidé de tout préparer pour qu'Henri puisse agir. Elle avait tout consigné. Elle avait tout rangé dans ce coffre. Elle était morte 3 jours après y avoir déposé la chemise. Le médecin légiste qui avait signé le certificat de décès était un praticien de ville, sans lien avec la famille. Il avait conclu à une crise cardiaque. Mais Julien, qui connaissait les procédures, fit une demande d'examen complémentaire. Non pas parce que la mort de Geneviève paraissait criminelle, mais parce que le doute, maintenant, existait.
Et le doute dans une succession avec un codicile contestable et un tiers bénéficiaire justifiait une procédure. Les résultats revinrent 10 jours plus tard. Geneviève Marchand était bien morte d'une crise cardiaque. Naturelle, confirmée. Mais dans son organisme, on avait détecté un taux élevé de cortisol, marqueur de stress chronique sévère des dernières semaines. Une femme qui vivait sous pression, sous menace, seule avec un secret qui prenait trop de place. Ce n'était pas un meurtre. C'était pire, c'était une mort par épuisement. Quelqu'un l'avait usée jusqu'à ce qu'elle craque. Il y a des moments dans une vie où les éléments épars se rejoignent d'un coup, comme des documents éparpillés sur un bureau qu'on aligne enfin en une seule ligne. Pour Henri Marchand, ce moment arriva un jeudi soir, dans son salon, entouré de ses 3 fils. Il posa la chemise rouge sur la table. Il raconta tout, sans omettre, sans édulcorer. La trahison de Bernard, le silence de Geneviève, le fils inconnu, la chantage de Castex, les documents du coffre, la lettre. Ses fils l'écoutèrent sans l'interrompre. Thomas, à la fin, demanda « Pourquoi tu nous dis tout ça maintenant ?» « Parce que votre mère a passé 23 ans à porter ça seule, et je refuse que son dernier acte serve à quelqu'un qui a voulu la faire chanter. » Julien prit la parole. « Ainsi Castex a envoyé un courrier à Isabelle avec des menaces financières, c'est une tentative d'extorsion. On peut déposer plainte. C'est ce qu'on va faire. Mais pas seulement. Quoi d'autre? Je veux que Paul Renard sache qui était son père. Pas d'une manière qui le détruit, mais d'une manière qui lui donne ce qu'il mérite. Son père était un homme faible, mais il était aussi de notre famille. » Maxime leva les yeux. « Il est notre cousin. » « Oui. » Silence. « Et la maison de Bretagne ?» demanda Thomas. « Elle lui revient. C'était la volonté de votre mère, et je la respecterai. » Il arrive un moment dans ces histoires où l'on réalise que la justice n'est pas toujours ce qu'on attendait. Ce n'est pas un tribunal flamboyant, ce n'est pas une condamnation spectaculaire. Parfois, c'est juste un homme qui rassemble ses fils autour d'une table, qui décide d'honorer la femme qu'il a perdue, en faisant ce qu'elle n'avait pas pu faire, parler. Ce canal vous apporte ces histoires-là, pas pour le spectacle, pour le sens. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ce canal, c'est le moment, parce que les prochaines histoires sont tout aussi lourdes, tout aussi vraies, et quelqu'un doit les raconter. Inscrivez-vous maintenant, et dites-nous dans les commentaires quelle histoire vous a le plus touché, ou quelle histoire vous aimeriez qu'on raconte ensuite. On vous écoute. Rémi Castex fut convoqué par les avocats du groupe Marchand 1 semaine après que la plainte pour tentative d'extorsion fut déposée. Il ne s'attendait pas à ça. Il s'attendait peut-être à un chèque, à un accord discret, à ce que les marchands préfèrent payer plutôt qu'exposer. Il connaissait mal Henri Marchand. Lors de la réunion tenue dans les bureaux de Maître Ferrer en présence de Julien et d'un avocat pénaliste, Castex nia d'abord tout. Puis quand Julien posa sur la table une copie du courrier envoyé à Isabelle avec la date, le bureau d'expédition et le relevé de style graphologique, il se tut, puis il dit qu'il voulait un accord. « Il n'y a pas d'accord possible, » dit Julien. « La plainte est déposée, les preuves sont transmises. La seule chose que vous pouvez faire, c'est coopérer avec la justice et expliquer ce que vous saviez, et depuis quand. » Castex regarda Henri. « Vous saviez pour votre frère ? » ?»« Non. Et ça ne vous affecte pas de savoir qu'il vous a volé ?» Henri le regarda longuement. « Mon frère est mort. Il a payé ses erreurs autrement. Ce qui m'affecte, c'est qu'une femme soit morte épuisée, parce qu'un homme comme vous a décidé que la peur d'autrui était une ressource exploitable. » Castex baissa les yeux. Il n'ajouta rien. L'instruction judiciaire dura 4 mois. Rémi Castex fut mis en examen pour tentative d'extorsion aggravée. L'enquête révéla qu'il avait tenté de contacter Geneviève Marchand à 3 reprises dans les 2 mois précédant sa mort. 1 fois par courrier, 2 fois par téléphone, depuis un numéro masqué. Le stress documenté dans les résultats du légiste trouva sa cause. Ce n'était pas un meurtre au sens strict, mais c'était une violence, silencieuse, continue,
délibéré, et la justice en prit acte. Paul Renard apprit l'existence de son père un mardi après-midi. Isabelle et lui étaient dans l'appartement de Lyon. Henri arriva seul, sans avocat, sans notaire. Il apporta une photo de Bernard. Il la posa sur la table. Paul la regarda longuement. « Il est mort ?» demanda-t-il. « Il y a 7 ans. » « Il savait que j'existais ?»« Oui, votre mère lui a parlé à l'époque. Il a choisi de ne pas s'impliquer. Ce n'était pas une décision courageuse. » Paul hocha la tête lentement. « Et vous êtes son frère ?»« Oui. »« Alors je suis votre neveu. »« Oui. » Un long silence. Paul regarda sa mère. Isabelle regardait Henri. « Je ne veux pas de la maison de Bretagne, dit Paul. Pas comme ça. C'était la volonté de votre grand-mère de substitution, si je puis dire. C'est ainsi que Geneviève vous considérait, comme quelqu'un qui méritait une place. Je ne sais pas quoi faire de ça. Vous n'avez pas à décider ce soir, dit Henri. Ni demain. C'est une maison. Elle sera là. Et moi aussi. » Il se leva, tendit la main à Paul. Paul la prit. Et dans cette poignée de main maladroite, entre deux hommes qui ne savaient pas encore ce qu'ils allaient être l'un pour l'autre, quelque chose s'était quand même passé. Quelque chose avait été restitué. Pas une fortune. Un nom. Une appartenance. Henri Marchand retourna au cimetière de Saint-Médard, seul, un samedi matin, 3 semaines après les funérailles. Il s'assit devant la tombe de Geneviève. Il posa une main sur le marbre froid. Il ne dit rien pendant longtemps. Puis il murmura « J'aurais voulu que tu me fasses confiance, mais je comprends pourquoi tu ne l'as pas fait. Tu pensais me protéger, c'est ce que tu as toujours fait, à ta façon. » Il se leva, regarda une dernière fois la pierre. Paul a ses yeux à lui, pas ceux de Bernard, les siens. Tu avais raison de penser qu'il méritait de savoir. Il tourna les talons, marcha vers la sortie du cimetière. Le ciel était encore gris, mais moins lourd qu'avant. Certaines vérités attendent le bon moment pour sortir. Elles patientent dans des coffres, dans des lettres pliées, dans des appels passés la veille d'une mort. Elles attendent quelqu'un d'assez courageux pour les porter jusqu'au bout. Geneviève Marchand n'a pas eu le temps de tout dire. Mais elle a tout préparé pour que quelqu'un d'autre le fasse. C'est ça, parfois, la justice. Pas une sentence, une transmission. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous savez déjà pourquoi ce canal existe. Pour les histoires qui ne font pas de bruit, mais qui pèsent lourd. Pour les femmes qui protègent seules des secrets trop grands pour elles. Pour les hommes qui croient tout contrôler jusqu'au jour où ils réalisent qu'ils ne savaient rien. Pour la vérité qui finit toujours par trouver une porte. Si vous ne l'avez pas encore fait, inscrivez-vous à ce canal. Parce que chaque semaine, une nouvelle histoire arrive. Une nouvelle vérité enterrée attend d'être déterrée. Et dites-nous dans les commentaires, avez-vous déjà découvert un secret de famille que vous n'auriez pas voulu connaître, ou est-ce qu'il y a une histoire que vous aimeriez qu'on raconte? Votre voix compte ici. Ce canal est aussi le vôtre.